nature et nature humaine permettant, dans la configuration générale de l'épistémé, l'ajustement de la ressemblance et de l'imagination, qui fondent et rendent possible toutes les sciences empiriques de l'ordre. Au XVIe siècle, la ressemblance était liée à un système de signes, et c'était leur interprétation qui ouvrait le champ de connaissances concrètes. À partir du XVIIe siècle, la ressemblance est repoussée aux confins du savoir. Du côté de ses frontières les plus basses et les plus humbles. Là, elle se lie à l'imagination, aux répétitions incertaines, aux analogies imbuées, et nous lieu d'ouvrir sur une science de l'interprétation. Elle implique une genèse qui remonte de ses formes frustes, du même au grand tableau du savoir développé selon les formes de l'identité, de la différence et de l'ordre. Le projet d'une science de l'ordre, tel qu'il fut fondé au XVIIe siècle, impliquait qu'il soit doublé d'une genèse de la connaissance, comme il le fut effectivement et sans interruption genèse de la connaissance, comme il fut effectivement et sans interruption de Locke à l'idéologie. Partie 6. Mathesis et taxinomia. Projet d'une science générale de l'ordre. Théorie des signes analysant la représentation. Disposition en tableau ordonné des identités et des différences. Ainsi c'est constitué à l'âge classique un espace d'empiricité qui n'avait pas existé jusqu'à la fin de la Renaissance et qui sera voué à disparaître dans le début du XIXe siècle, the 19th century, 19e siècle. Il est pour nous maintenant si difficile à restituer et si profondément recouvert par le système de positivité auquel appartient notre savoir, qui longtemps il est passé inaperçu. On le déforme, on le masque à travers des catégories ou un découpage
qui sont les nôtres. On veut reconstituer, paraît-il, ce qu'ont été au XVIIe et au XVIIIe siècle les sciences de la vie, de la nature ou de l'homme. Oublions simplement que ni l'homme, ni la vie, ni la nature ne sont des domaines qui s'offrent spontanément et passivement à la curiosité du savoir. Ce qui rend possible l'ensemble de l'épistémie classique, c'est d'abord le rapport à une connaissance de l'ordre. Lorsqu'il s'agit d'ordonner les natures simples, on a recours à une mathématique dont la méthode universelle est l'algèbre. Lorsqu'il s'agit de mettre en ordre des natures complexes, les représentations en général, telles qu'elles sont données dans l'expérience, il faut constituer une taxonomie et pour ce faire instaurer un système de signes. Les signes sont à l'ordre des natures composées, ce qu'est l'algèbre à l'ordre des natures simples. Mais dans la mesure où les représentations empiriques doivent pouvoir s'analyser en nature simple, on voit que le taxonomie se rapporte tout entière à la mathématique. En revanche, puisque la perception des évidences n'est qu'un cas particulier de la représentation en général, on peut dire aussi bien que la mathématique n'est qu'un cas particulier de la taxonomie. De même, les signes que la pensée établit elle-même constituant comme une algèbre des représentations complexes. Et algèbre, inversement, est une méthode pour donner des signes aux natures simples et pour opérer sur ces signes. On a donc la disposition suivante. Science générale de l'ordre. Nature simple, représentation complexe. Mathématique taxonomia. Algèbre, signe. Mais ce n'est pas tout. La taxonomie implique en outre un certain continuum des choses, une non-discontinuité, une plénitude de l'être et une certaine puissance de l'imagination qui fait
apparaître ce qui n'est pas, mais permettent par là même de mettre au jour le contenu. La possibilité d'une science d'ordre empirique requiert donc une analyse de la connaissance. Analyse qui devra montrer comment la continuité cachée est comme brûlée de l'être peut se reconstituer à travers le lien temporel de représentation discontinue. De là, la nécessité, toujours manifestée au long de l'âge classique, l'interroger l'origine des connaissances. En fait, ces analyses empiriques ne se posant pas au projet d'un mathématicien universel, comme un scepticisme à un rationalisme. Elles étant enveloppées dans les requisites d'un savoir qui ne se donne plus comme expérience d'eux-mêmes, mais comme établissement de l'ordre. Aux deux extrémités de l'épistémé classique, on a donc un mathématicien comme science de l'ordre calculable et une genèse comme analyse de la constitution des ordres à partir des suites empiriques. D'un côté, on utilise les symboles des opérations possibles sur des identités et des différences. De l'autre, on analyse les marques progressivement déposées par la ressemblance des choses et les retours de l'imagination entre la mathématique et la genèse. S'étend la région des signes. Des signes qui traversent tout le domaine de la représentation empirique, mais ne la débordant jamais. Bordé par le calcul et la genèse. C'est l'espace de tableau. En ce savoir, il s'agit d'affecter d'un signe tout ce que peut nous offrir notre représentation, perception, pensée, désir. Ces signes doivent valoir comme caractère, c'est-à-dire articuler l'ensemble de la représentation en plages distinctes, séparées les unes des autres par des traits assignables. Ils autorisent ainsi l'établissement d'un système simultané selon lequel les représentations énonçant leur proximité et leur éloignement
leur voisinage et leur écart dans le réseau qui, aux chronologies, manifeste leur parenté et restitue dans un espace permanent leur relation d'ordre. Sur ce mode peut de dessiner le tableau des identités et des différences. C'est dans cette région qu'on rencontre l'histoire naturelle. Science des caractères qui articulant la continuité de la nature et son enchevêtrement. Dans cette région aussi qu'on rencontre la théorie de la monnaie et de la valeur. Science des signes qui autorisant l'échange et permettant d'établir des équivalences entre les besoins ou les désirs des hommes. Là, enfin, que s'alloge la grammaire générale, science des signes par quoi les hommes regroupant la singularité de leur perception et découpant le mouvement continu de leur pensée. Malgré leurs différences, ces trois domaines non existent à l'âge classique que dans la mesure où l'espace fondamental du tableau s'est instauré entre le calcul des égalités et la genèse de représentation. On voit que ces trois notions mathétiques, taxonomia, genèse, ne désignent pas tellement des domaines séparés qu'un réseau solide de pertinence qui définit la configuration générale du savoir à l'époque classique. La taxonomie ne s'oppose pas à la mathésis. Elle se loge en elle et s'en distingue, car elle aussi est une science de l'ordre, une mathésis qualitative, mais entendue au sens strict. La mathésis est science des égalités, donc des attributions et des jugements. C'est la science de la vérité. La taxonomie, elle, traite des identités et des différences. C'est la science des articulations et des classes. Elle est le savoir des êtres. De même, la genèse se loge à l'intérieur de la taxonomie, ou du moins trouve en elle sa possibilité première.
Mais la taxonomie établit le tableau des différences visibles. La Genèse suppose une série successive. On traite les signes dans leur simultanéité spéciale, comme une syntaxe. L'autre les répartit dans une analogon du temps, comme une chronologie. Par rapport à la matrice, la taxonomie fonctionne comme une ontologie en face d'une apophantique. En face de la Genèse, elle fonctionne comme une sémiologie en face d'une histoire. Elle définit dans la foi générale des êtres et en même temps les conditions sous lesquelles on peut les connaître. De là, le fait que la théorie des signes à l'époque classique ait pu porter à la fois une science d'allure dogmatique qui se donnait pour la connaissance de la nature elle-même et une philosophie de la représentation qui, au cours du temps, est devenue de plus en plus nominaliste et de plus en plus sceptique. De là aussi le fait qu'une pareille disposition est disparue au point que les âges ultérieurs ont perdu jusque-là mémoire de son existence. C'est qu'après la critique kantienne et tout ce qui est passé dans la culture occidentale à la fin du XVIIIe siècle, un partage d'un nouveau type s'est instauré. D'un côté, la matrice s'est regroupée constituant une apophantique et une ontologie. C'est celle qui, jusqu'à nous, a régné sur les disciplines formelles. D'un autre côté, l'histoire et la sémiologie, celle-ci absorbée d'alors par celle-là, se sont rejoints dans ces disciplines de l'interprétation qui ont déroulé leur pouvoir de Schleiermacher à Nietzsche et à Freud. Nietzsche. En tout cas, l'épistème classique peut se définir en sa disposition la plus générale par le système articulé d'une matrice, d'une taxonomie et d'une analyse génétique. Les sciences, portant toujours avec elles le projet même, l'entend d'une mise en ordre exhaustif. Elle pointant toujours aussi vers
la découverte des éléments simples et de leur composition progressive. Et en leur milieu, ils sont tableaux et tellement des connaissances dans un système contemporain de lui-même. Le centre du savoir, au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est le tableau. Quant aux grands débats qui ont occupé l'opinion, ils se logent tout naturellement dans les pliures de cette organisation. On peut bien écrire une histoire de la pensée à l'époque classique. En prenant ces débats pour point de départ ou pour thème, mais on ne fera alors que l'histoire des opinions, c'est-à-dire des choix opérés selon les individus, les milieux, les groupes sociaux. Et c'est toute une méthode d'enquête qui est impliquée. Si on veut entreprendre une analyse archéologique du savoir lui-même, alors ce ne sont pas ces débats célébrés qui doivent servir de fil directeur et articuler le propos. Il faut reconstituer le système général de la pensée dans le réseau en sa positivité, rendre possible un jeu d'opinion simultané et apparemment contradictoire. C'est ce réseau qui définit les conditions des possibilités d'un débat ou d'un problème. C'est lui qui est porteur de l'historicité du savoir. Si le monde occidental s'est battu pour savoir, si la vie n'était que mouvement ou si la nature était assez ordonnée pour prouver Dieu, ce n'est pas parce qu'un problème a été ouvert. C'est parce qu'après avoir dispersé le cercle indéfini des signes et des ressemblances, et avant d'organiser les séries de la causalité et de l'histoire. L'épistémé de la culture occidentale a ouvert un espace en tableau qu'elle n'a cessé de parcourir depuis les formes calculables de l'ordre jusqu'à l'analyse des représentations les plus complexes. Et ce parcours, pourquoi le silage à la surface historique des thèmes, des débats, des problèmes et des préférences de l'opinion. Les connaissances ont traversé de bout en bout un espace de savoir
qui avait été disposé d'un coup au XVIIe siècle et qui ne devait être refermé que 5 ans plus tard. De cet espace au tableau, il faut entreprendre maintenant l'analyse. Là où il apparaît sous la forme la plus claire, c'est-à-dire dans la théorie du langage, de la classification et de la monnaie. On objectera peut-être que le seul fait de vouloir analyser à la fois et d'une seule tenante, la grammaire générale, l'histoire naturelle et l'économie, en les rapportant à une théorie générale des signes et de la représentation, suppose une question qui ne peut venir que de notre siècle. Sans doute l'âge classique, pas plus qu'aucune autre culture, n'a pu circonscrire ou nommer le système général de son savoir, mais ce système a été assez contraignant pour que les formes visibles des connaissances y esquissant d'elles-mêmes leur présentaient comme si les méthodes, les concepts, les types d'analyse, les expériences acquises, les esprits et finalement les hommes eux-mêmes s'étant déplacés au gré d'un réseau fondamental qui définissait l'unité implicite mais inévitable du savoir. De ces déplacements, l'histoire a montré 1000 exemples. Trajet tant de fois parcouru entre la théorie de la connaissance, celle des signes et celle de la grammaire. Port Royal a donné sa grammaire en complément et comme suite naturelle de la logique à laquelle il se rattache par une commune analyse des signes. Condillac, de Stute, de Tracy, Girondo ont articulé l'une sur l'autre la décomposition de la connaissance en ce conditions ou éléments, et la réflexion sur ces signes dans le langage ne forme que l'application et l'usage les plus visibles. Trajet aussi entre l'analyse de la représentation et des signes et celle de la richesse. Quesnel, le physiocrate, a écrit un article évidence pour l'encyclopédie. Condillac et de Stute ont placé dans la ligne de leur théorie de la connaissance et du langage celle du commerce et de l'économie, qui avait pour eux valeur de politique et aussi de morale. On sait que Turgot a écrit l'article
étymologie de l'encyclopédie est le premier parallèle systématique entre la monnaie et les mots. Quoi Adam Smith a écrit, outre son grand ouvrage économique, un essai sur l'origine des langues, trajet entre la théorie des classifications naturelles et celle du langage. Addison n'a pas voulu seulement créer une nomenclature à la fois artificielle et cohérente dans le domaine de la botanique. Il visait et il a en partie appliqué toute une réorganisation de l'écriture en fonction des données phonétiques du langage. Rousseau a laissé parmi ses œuvres posthumes des éléments de botanique et un traité sur l'origine des langues.